Là, on va plus, pas forcément redécouvrir l'histoire de la forteresse, parce que la plupart des informations que je vais vous donner sont inédites, à moins que vous ayez traduit des textes en latin du 10 au 13e siècle. Normalement, depuis le 19e siècle, personne ne les avait touchés. Du coup, ça va être de l'inédit, ce que je vais vous dire sur la forteresse, de l'histoire inédite, puisque je fais ma thèse sur un chevalier poète qui s'appelle Hugues de Berzé. Traditionnellement, on dit Hugues IV de Berzé. C'est un petit peu, vous verrez ça quand la thèse sortira dans quelques années. L'autre chose inédite que nous allons voir aujourd'hui, je ne sais pas si le JSL l'a annoncé, c'est nous allons écouter deux versions d'une musique, ça a été annoncé dans le JSL, donc parfait, deux chansons de croisade qui ont été envoyées, traduites et du coup tout le travail que j'ai fait, mais je ne chante pas, ce n'est pas moi qui vais chanter, mais un spécialiste du chant grégorien lyonnais a eu la gentillesse de nous les chanter, et c'est juste des extraits. Nous pourrons écouter à un moment des magnifiques chants de croisade, en sachant que sur la 4e croisade, il n'y a eu que 2 chansons, et vous allez avoir l'honneur, le privilège ce soir d'écouter une de ces chansons qui n'a jamais été chantée depuis 800 ans. C'est pas mal. Il faudra se mettre dans l'ambiance. Tout à fait. C'est pas mal. Et également, ce que je voulais rajouter, c'est que j'avais une petite question. Qui a déjà visité le château de Berzé? On lève la main. Bien, 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 c'est bien. Qui l'a fait avec moi? Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, tous ceux qui ne l'ont pas fait avec moi, il faudra revenir. C'est pas fini, hein, vous inquiétez pas. Alors, la forteresse de Berzé, c'est... Voilà, c'est magnifique, c'est ce que l'on voit depuis la route, souvent, quand on passe devant. C'est un monument inconnu. C'est un monument très, très peu connu de nous, qui sommes des locaux, mais aussi dans l'histoire de France. C'est un monument dont on parle assez peu, bien que, vous allez le voir, c'est un lieu qui a eu une importance majeure dans l'histoire de France. Alors, l'histoire de Berzé, son commencement. Mon plan. Nous allons commencer par parler des origines, donc les origines un peu mystérieuses de la forteresse, aux premiers seigneurs. Alors, les premiers seigneurs qui seront vers le Xe siècle, après nous parlerons un peu du XIe siècle. Ensuite, la seigneurie des Berzé, du XIe siècle à 1346. Après 1347, nous avons la peste noire, 1347-1348, puis les retours de peste au XIVe siècle. Mais la période de 1346, vous verrez, cette date-là est très importante dans l'histoire du château, puisqu'il y a un conflit d'héritage majeur qui a ébranlé, on va dire, toute la société médiévale française. C'était un petit peu l'affaire Hallyday de l'époque, on va dire. Voilà. Ensuite, Berzé en flamboyait la Toison d'Or. Donc là, nous sommes à l'époque des ducs, nous sommes au XIVe et XVe siècle. Berzé en flamboyait la Toison d'Or. Ensuite, des guerres de religion au lent déclin, puisque vous le savez, si nous avons une forteresse aussi bien préservée en Saône-et-Loire, et même en Bourgogne, c'est parce que la forteresse de Berzé a été abandonnée pendant toute une immense période à partir du XVIe siècle, et jusqu'à l'abandon définitif, on va dire officiel, administratif, en 1730. On en reparlera. Et ensuite, le retour à la grandeur, ça c'est maintenant. Donc, passons aux origines, au premier seigneur. Alors, à droite, ce n'est pas à Berzé-le-Châtel, malheureusement. Vous le savez, c'est à Berzé-la-Ville. Mais à gauche, c'est à Berzé-le-Châtel. C'est la chapelle carolingienne du château. Nous sommes au Xe siècle. Alors, au Xe siècle, certains vont me dire « Ah, mais la forteresse de Berzé est peut-être plus âgée. Que se passe-t-il avant le Xe siècle? Avant la période carolingienne, y a-t-il des châteaux? Y a-t-il une féodalité? Il y a des sortes de châteaux en bois, des castrum. On a également une féodalité, mais le système féodal commence véritablement au Xe siècle. Il y a une théorie qui est expliquée dans le livre que vous pourrez vous procurer ou que vous achèterez tous à la fin. Alors, je plaisante. Et bien, dans cet ouvrage, on vous parle de la théorie selon laquelle la forteresse de Berzé est installée sur un castrum romain, c'est-à-dire un camp fortifié romain, puisque dès le début de la guerre des Gaules de Jules César, au chapitre 1
dans le livre 1 du chapitre 1 à 4, il est expliqué que la Gaule, et particulièrement la Bourgogne, est l'endroit préféré de l'installation des garnisons romaines pour l'agriculture. Puisque nous vivons dans une terre toujours extraordinaire pour l'agriculture. Rome grossit, Rome accueille énormément de monde, et pour soutenir démographiquement, pour soutenir la démographie grandissante de Rome, il faut une agriculture forte. Et du coup, Rome va utiliser la province de Bourgogne pour alimenter Rome. Et c'est pour ça qu'ici, en Bourgogne, et on comprend véritablement que Berzé est un endroit stratégique bien qu'éloigné de la Saône. Ce n'est pas à Matisco, vous voyez, c'est un endroit assez éloigné de la Saône, mais ça pourrait être un endroit parfait pour installer une garnison. Peut-être, c'est une théorie évoquée, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir du Xe siècle, nous avons Berzé qui s'installe, qui est mentionné dans les archives de Mâcon, et à la fois dans les archives de Mâcon et à la fois dans le cartulaire de Cluny. Cartulaire, c'est un recueil de chartes, qui sont... comment vous expliquer? Très simple, c'est des chartes, on les traduit à un moment donné et on les compile. C'est-à-dire que la traduction du Xe siècle est un document moderne, comme ça on conserve l'archive plus ancienne, et ça permet d'éviter que les archives soient poreuses. Du coup, un cartulaire, quand on a des archives du Xe siècle, le document que nous avons dans les mains ne date pas forcément du Xe siècle, tout simplement. Et du coup, le cartulaire de Cluny est extraordinaire. Beaucoup étudié, jamais égalé. Le cartulaire de Cluny, en 993, de 993 à 1048, il est fait mention du premier seigneur de Berzé, tout simplement, qui a un nom un petit peu germanique, s'appelle Ogier, d'influence un petit peu germanique. Son père s'appelait Auric. Du coup, ça pourrait attester la thèse, peut-être certains connaissent, de Karl Ferdinand Werner, qui lui explique que les premiers seigneurs capétiens auraient des origines franques. Ce n'est pas des origines plus germaniques. Ce n'est pas le sujet ici, c'est encore une théorie qui est un petit peu évoquée sur l'origine de la noblesse de Werner. Mais ce que nous avons, en plus de la petite preuve dans les archives, c'est ça. C'est cette jolie chapelle pré-romane, carolingienne pré-romane, où on a, vous voyez, tout cet arc en plein centre, ici, qu'on appelle en architecture vulgairement un arc en fer à cheval, qui n'est pas typique roman, mais qui est un petit peu plus ancien. C'est pour ça qu'on dit en architecture le pré-roman. On est entre le carolingien et le roman. C'est pas compliqué, c'est le pré-roman. C'est la seule partie du château qui existe de ce Xe siècle. Après, nous avons l'autre partie du château, et la plus ancienne, qui date du XIe siècle, qui est un des donjons. Puisqu'à Berzé, c'est un château qui a 2 donjons. C'est quand même assez rare. Je crois que c'est le seul en Bourgogne. Ceux qui savent s'il y en a un autre, vous pourrez me le dire après que j'ai eu tort. Et du coup, le siège du pouvoir féodal se centre autour de ce donjon. Et là, nous sommes au XIe siècle. Au XIe siècle, certains connaissent certainement la fameuse thèse de Georges Duby, sa thèse de jeunesse, qu'il a écrite sur les seigneurs du Mâconnais, puisque lui-même était Mâconnais. Je crois qu'il a fait ses études à Lamartine, au lycée Lamartine. Et du coup, cette thèse est passionnante, puisqu'il a fouillé, comme moi je l'ai fait, sur les archives du Mâconnais. Il n'a pas fouillé dans tout, mais il a eu une approche passionnante pour analyser les premiers seigneurs. Et les premiers seigneurs, dans les archives, sont nommés soit les miles, c'est-à-dire miles c'est l'origine militaire, soit des domina, enfin des dominus, c'est-à-dire des seigneurs au sens de la domination, mais c'est positif. Ce n'est pas la domination au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et sauf que, ce qui est intéressant, c'est que les premiers seigneurs de Berzé, donc on est au Xe siècle là, 11e siècle, portent le titre de miles et de dominus. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois cette première capacité d'être des combattants et des seigneurs. Et donc, comment on appelle ça à l'époque médiévale? Tout simplement des chevaliers. C'est-à-dire que dans son analyse sur les premières seigneuries, il montre que dans les archives de Cluny qui traitent particulièrement des seigneurs de Berzé, eh bien les premiers chevaliers des sources européennes, donc des sources mondiales sur la chevalerie, donc les premiers chevaliers du monde, pourraient émerger de la seigneurie de Berzé. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez, peut-être vous ne savez pas tout ça, mais c'est quand même extraordinaire
Et c'est un patrimoine qu'on met assez peu en avant, mais on aurait peut-être, c'est éventuel, hein, mais c'est à partir de l'Athènes qui date des années 70, je crois, qui est encore porté au pinacle. Attention. Continuons. Maintenant que nous avons vu les origines, je parle beaucoup, moi. Vous m'excusez, hein. Mais normalement vous êtes venus pour m'écouter, donc ça va. Donc, la seigneurie des Berzés. Voilà, ici nous avons le deuxième, vous voyez le gros donjon ici, à gauche, à votre gauche, oui. Eh bien ce gros donjon, c'est le deuxième donjon du château qui lui date du XIIIe siècle. Donc ici on va rentrer, je vous ai parlé du XIe siècle, on va véritablement rentrer dans la seigneurie des Berzés, de la famille des Berzés. Famille qui est une des premières familles de chevalerie, une des premières familles de seigneurs également, hein, du Xe siècle, qui va s'éteindre vers 1346. Donc ça, du 11e, là où c'est la période vraiment de faste, jusqu'en 1346. Et la seigneurie de Berzés est intéressante, du moins la famille des Berzés est intéressante parce qu'elle a donné de grands noms à l'histoire de France. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, pourtant vous êtes presque tous me connaissent, c'est Landry de Berzés. Personne ne connaît. Il a été évêque au Xe siècle, grand ami du pape Grégoire, qui a instauré les réformes grégoriennes, et c'est grâce à son conseil, puisque lui était de Mâcon, et il était en quelque sorte l'intermédiaire, à cette époque ça se passait bien entre Mâcon et Cluny, il était l'intermédiaire entre l'abbaye de Cluny et la papauté. Le pape lui-même l'appelle l'évêque aux ailes impétueux. C'est joli quand même, l'évêque aux ailes impétueux. Voilà, je ne pourrais pas vous le redire en latin, mais c'est comme ça dans le texte. Voilà, c'est simplement. Très beau. Landry de Berzés. Là on est au Xe siècle. Au 11e, pas. Au 11e siècle. Et j'en profite, puisque c'est quand même le sujet que je maîtrise le plus, et le seul, on va dire, sur la forteresse de Berzés que j'ai particulièrement étudié, c'est Hugues de Berzés. Hugues de Berzés, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, pas Hugues de Semur, hein, pas Hugues de Semur. Hugues de Semur, c'est Cluny, c'est l'abbé en chef de Cluny. Hugues de Berzés, c'est un seigneur de Berzés. Ce n'est pas un moine, ce n'est pas un abbé, c'est un seigneur. C'est quelqu'un qui prend une épée et qui, déjà en 1190, veut se croiser. Il veut, avec son père, partir en croisade. En 1190, et en 1191 surtout, nous avons la prise de Saint-Jean d'Acre par Richard Cœur de Lion. Belle bataille, belle victoire. Les Sarrasins battent en brèche, mais, que se passe-t-il? Malheureusement, la Terre Sainte devient une puissance côtière et non plus une puissance au sens où on l'entend ici, où on l'entend en Europe. La puissance de la Terre Sainte devient une puissance basée sur le commerce maritime, alors qu'en France, et pour Hugues de Berzés, la puissance vient de la terre, de la possession terrienne. Hugues de Berzés, c'est quelqu'un qui nous a laissé un poème de 1048 vers qui s'appelle La Bible au Seigneur du Berzés. La Bible est au Seigneur des Brasil. La Bible au Seigneur de Berzés. Je ne prononce pas bien le franco-provençal, mais c'est à peu près ça. Il nous a écrit 2 chansons de croisade, 4 chansons d'amour. Il est parti à la 4e croisade. Certains le savent peut-être ici, la 4e croisade va affronter Constantinople, d'autres chrétiens, et non pas des musulmans. Ce qui fait que c'est une croisade qui va être vue aux yeux des contemporains et aux yeux d'Hugues de Berzés lui-même comme un moment de péché. Et du coup, quand il écrit sa Bible, ça n'a rien à voir avec la Bible au sens où nous l'entendons nous. Une Bible, c'est un sirventes, c'est-à-dire un document critique. S-I-R-V-E-N-T-E-S, sirventes. C'est un ouvrage, un poème critique qui va critiquer son temps pour le faire changer. Nous sommes après la croisade. Il est arrivé de retour, on suppose, vers 1210. Il est rentré de croisade vers 1210. Et après, à partir de là, il revient un petit peu sa vie, tranquillement, à sa seigneurie de Berzés. Il est pas mal. Sauf qu'il se rend compte qu'il a péché. Et en 1215, nous avons le 4e concile de Latran. Le concile qui rappelle un des sacrements du Christ, mais qui n'avait pas été officialisé, qui est la confession. Ça rappelle énormément d'autres choses, hein, le 4e concile de Latran, mais qui officialise, du moins qui le concrétise au niveau, c'est déjà un sacrement, mais ça n'a pas été reconnu ou affirmé par l'Église comme un sacrement obligatoire. Et lui, qui a beaucoup péché, va inviter
ses contemporains, surtout les autres seigneurs, à amender ses péchés. Et il va écrire la Bible aux seigneurs de Berzé pour inviter ses contemporains à amender leurs péchés. Un ouvrage extraordinaire, et j'espère que je serai réinvité ici pour vous faire une conférence entière sur Hugues de Berzé, si ça vous a plu. Et alors là, on pourrait se dire, bon, il écrit, c'est très bien, ça ne fait pas partie d'un... C'est un thème littéraire, tout simplement. Il écrit des chansons de croisade. Souvent, la courtoisie, certains, même Georges Duby lui-même, pensait que la courtoisie était uniquement un thème littéraire sans réalité sociale, à critiquer le Moyen-Âge et de dire que le Moyen-Âge est ouvertement misogyne. Ce qui est faux, messieurs, dames. En réalité, la courtoisie, le roman courtois, les chansons courtoises et la Bible au Seigneur de Berzé sont des ouvrages performatifs. C'est-à-dire, quand on dit la chose, cela se fait. Exemple, je vous déclare mari et femme, vous êtes mariés, c'est bon. Le fait de parler crée la chose. Il n'y a pas une tension entre la réalité sociale et l'ouvrage littéraire. Quand Hugues de Berzé dit aux gens d'amender ses péchés, et il dit qu'il a accumulé beaucoup de richesses. Alors là, on pourrait se dire, bon, très bien, il a pris beaucoup d'argent pour lui, il invite les autres à être bons maintenant, mais lui, il a beaucoup péché, et du coup, on pourrait se moquer de lui. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il rentre après la 4e croisade, c'est écrit dans les archives de Cluny, dans les fameux cartulaires, en 1216, il va offrir le moulin de la Ferté, il l'offre à la population. Il dit, donc ça devient, c'est un régime non plus de ban, de banalité, mais c'est un régime franc, d'alleux, de franc alleux. C'est-à-dire que la population va avoir la possibilité d'utiliser le moulin gratuitement. Lui en garde la gestion, puisque sinon c'est l'anarchie, et il va en garder la gestion, mais il ne va pas toucher d'argent dessus. Extraordinaire, extraordinaire. C'est pour ça que c'est en réalité comme ça que la société, on va dire d'ordre, la société trifonctionnelle, la société d'ordre, souvent critiquée, c'est aussi simple que ça, c'est comme ça que la société d'ordre a perduré. Puisque le système est en réalité assez cyclique et assez démocratique au sens local, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou contrairement à ce qu'à une certaine époque, certaines personnes ont voulu vilipender l'époque médiévale, mais en fait n'ont rien compris, et il suffit maintenant de retourner aux archives pour tout comprendre. Hugues de Berzé meurt en 1220. Tout le monde a visité l'abbaye de Cluny ici. Oui. Alors à droite, dans l'abbaye de Cluny, quand vous visitez, il y a ces magnifiques bâtiments qui maintenant servent de salle d'exposition, je ne sais quoi, avec les colonnes et les celliers, je crois qu'ils nomment ça les celliers. Eh bien, la magnifique architecture qui est au-dessus, la magnifique charpente qui est au-dessus, a été concédée, un petit cadeau, de Gauthier de Berzé. Nous sommes en 1220. Lui reconnaît les enseignements de son père, Hugues de Berzé. Il dit, c'est pas mal quand même de donner certaines choses à la population. Ça me permet de payer mon salut, on va dire comme ça. Ça me permet d'atteindre mon paradis et d'amender mes péchés. Et du coup, il va donner en 1220, il donne des possessions de bois de Thésée et de Jalony. Petit cadeau à l'abbaye de Cluny qui va lui permettre donc, de couper les bois, et environ 70 ans après, il y a eu des études dendrochronologiques qui correspondent avec ce que je viens de vous dire, ce qui fait que le bois date d'environ 1270, ce qui correspond avec ici le bois donné en 1220. Comme on coupe, on laisse sécher et on installe après. Ça correspond. Alors, 13e siècle, fin du 13e siècle, ça commence un petit peu à partir. Les seigneurs de Berzé, c'est assez drôle, ça commence à la partie un peu cocasse. À partir de là, 1246, les seigneurs de Berzé commencent à avoir certaines difficultés avec l'abbaye de Cluny. Pourquoi donc? Eh bien parce que Gauthier de Berzé, celui qui a été quand même très gentil en 1220, donc il a donné des gages à l'abbaye, il a dit regardez, je vous donne des bois, mais je vais vous demander 200 livres tournois pour partir en croisade. En 1220, tant mieux, c'est bien. Il va même mettre le château en gage. L'intégralité du château, en 1220, en 1230, tombe en gage à une dépendance de l'abbaye de Cluny, qui est le prieuré de Souvigny.
Mais, on se dit très bien, l'abbaye de Cluny possède le château. Sauf que lui, il a pris l'argent et il n'est jamais parti en croisade. Son fils fait la même chose, et son fils redemande un petit peu d'argent. Alors là, l'abbaye de Cluny dit non, on va préférer arrêter, et on va vous mettre une petite excommunication. Alors, on va voir ce que ça fait. Hein. Et du coup, Hugues, qu'on appelle communément Hugues V, a lui dû rendre un petit peu d'argent. Il n'a pas tout remboursé, mais il a rendu un petit peu d'argent. C'est les premières tensions, c'est logique. Il y a des tensions entre les seigneurs, entre l'épée et l'autel, il y a toujours eu quelques petites tensions. Et après, les tensions augmentent, non plus avec l'abbaye, mais cette fois-ci entre l'évêché de Mâcon et les seigneurs de Berzé. Nous sommes maintenant un siècle plus tard, en 1330. Le seigneur, c'est Godefroy de Berzé, le dernier seigneur de Berzé. Du moins, qui s'appelle Berzé, de la famille des Berzé. Godefroy de Berzé. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il était en énorme tension avec l'évêché de Mâcon, au sujet de terre, pas grand-chose, quelque chose de pas très important pour nous, mais très important pour lui, semble-t-il. Ce qui fait que l'archidiacre de Mâcon, Pierre de Montverdun, il était dans une sorte de réunion au château de Vérizet. Il l'a pris, l'archidiacre, il lui a mis 2 baffes. Alors là, il l'a souffleté. Dans le texte, il écrit souffleté. Alors, voilà, on imagine, peut-être il avait son gant avec de la côte de maille. Alors un archidiacre, ça, il ne faut pas. Il faut pas. Donc là, il s'est pris grosse excommunication. Voilà. Et l'interdit sur la seigneurie de Berzé. Donc l'interdit, hein, c'est l'excommunication générale. Donc pour tout le monde, pas de messe, pas d'enterrement, pas de baptême, rien. Donc vous gelez un pays. Donc immédiatement, il faut se racheter. Et Godefroy de Berzé va construire à Berzé-la-Ville, il y a une église communale qui maintenant s'appelle la chapelle de tous les saints, bref, je ne sais quoi. À l'époque médiévale, c'était la chapelle l'église Saint-Georges. Donc l'église communale de Berzé de Berzé-la-Ville a été donnée à ce moment-là par Godefroy de Berzé. Il y a eu autre chose, et là c'est cocasse, ça c'est l'histoire de France anecdotique, on va dire. Pour réparer l'offense, il a dû donner à la cathédrale du Vieux Saint-Vincent, pendant 500 ans, un cierge de 50 livres, donc environ 23 kilos, qui a été donné annuellement, et qui, selon la légende, a été donné jusqu'à la Révolution française, même si après il n'y avait plus de seigneur de Berzé. Pour laver cette offense, eh bien, l'église Saint-Vincent de Mâcon a reçu, donc vous voyez qu'à l'époque, c'était pas on allait en prison 2 semaines et puis après on sortait. À l'époque, quand il fallait laver l'offense, il fallait offrir un cierge qui devait faire aller à peu près cette hauteur-là à partir du sol, 23 kilos, hein, chaque année, pour laver cette offense, une claque à l'archidiacre de Mâcon. C'est faux. Et également, le problème, c'est que Godefroy de Berzé meurt. Alors là, il meurt sans descendance. Il y a 2 personnes qui veulent l'héritage, qui veulent récupérer la forteresse. Il y a son neveu et il y a son beau-frère. Le neveu utilise le droit coutumier et le beau-frère utilise le droit romain. Donc en fait, il y a une énorme tension juridique. Ceux qui sont juristes adorent cet événement de l'histoire de Berzé, puisque c'est passionnant. Puisqu'en fait, il y a 2 tensions. Il y en a un qui saisit le mort sur le vif, et l'autre qui saisit une autre coutume. Bref, je vous épargne les détails, mais ce qui est passionnant, c'est qu'il y a c'est là la fameuse, je vous le disais au tout début, c'est l'histoire Hallyday, on va dire. C'est la guerre d'héritage. C'est du sérieux, du sérieux. L'histoire Hallyday du XIVe siècle. On n'est pas... Voilà. Alors, que se passe-t-il? Ici, c'est assez drôle. Le premier, qui s'appelle donc Jean de Frolois, est officiellement, donc qui est le beau-frère, qui est officiellement légitime. Il est marié à Simone de Berzé, il est légitime, il a le droit d'habiter dans le château. Sauf que le neveu veut le château, Guy de Saint-Trivier. Guy de Saint-Trivier va donc faire une attaque avec une escouade par les remparts. Si vous êtes déjà allé à Berzé, là on est à l'intérieur du château. Hein. Les remparts extérieurs font une quinzaine de mètres, donc belle escouade. Il arrive à monter, belle attaque, il rentre à l'intérieur, il chasse tout le monde sort du château, il occupe le château.
nous rentrons dans la phase de la procédure juridique. La procédure juridique va monter jusqu'au Parlement de Paris, qui va officialiser pour dire Jean de Frolois a le droit, est légitime. Donc même si normalement ça aurait été, je considère, vous voyez, je prends parti, je considère que c'était le neveu, que c'était Guy de Saint-Trivier, mais bon, l'histoire a fait, et le Parlement de Paris, donc des gens plus qualifiés que moi, ont dit que c'était Jean de Frolois qui était légitime. Donc Jean de Frolois doit récupérer son château. Sauf qu'à l'époque, déjà, les procédures judiciaires prenaient un peu de temps, ça a pris 2 ans et demi, pendant que Guy de Saint-Trivier occupait illégalement le château, et du coup Guy de Saint-Trivier est mort à l'intérieur. Tant mieux, la procédure est un peu plus rapide, Jean de Frolois revient à l'intérieur du château, récupère le château et fait un inventaire. Et là c'est passionnant. Là on est en 1348, l'inventaire sort, et c'est le seul inventaire que nous ayons du château. Il y a 4 arbalètes énormes, il y a 2 arbalètes à trait, pointe de la technologie du XIVe siècle. Il y a des tapis, il y a des robes de bure, bon ça coûtait assez cher. Il y a une énorme porte, l'énorme porte, peut-être celle que vous avez déjà vue, il y en a qui s'en rappellent de la magnifique porte à l'entrée du château. Voilà, elle vaut 20 sous. Voilà. À gauche, comment on dit, les choses qui vont dans les cheminées. Merci. 2 chenets valent 1 denier, 4 fois plus que la magnifique porte qui maintenant est estimée à excessivement cher. Et du coup, c'est ce qu'on voit, un inventaire passionnant est fait à cette époque-là, qui nous renseigne sur énormément de choses, sur l'histoire du château. Un inventaire qui est encore actuellement assez peu utilisé par les historiens, qui, moi-même, je ne vais pas l'utiliser, puisque je vous l'ai dit, je travaille sur le XIIIe siècle. Et là, on est au XIVe. Du coup, c'est passionnant. La forteresse de Berzé, à partir de ce moment-là, nous sommes avant la Grande Peste, connaît quand même un moment, un changement radical, puisqu'on arrête d'avoir cette famille qui est là quand même depuis près de 400 ans, et on va avoir d'autres familles s'enchaîner, et on va avoir d'autres conflits que nous allons voir à l'instant. Il y en a qui sont déjà allés à Tournu, à l'abbatiale de Cluny, à la grande église de Tournu, pardon. Quand vous rentrez à gauche, vous continuez un petit peu dans la nef, sur la gauche, sur le flanc latéral sud, vous avez une magnifique plaque funéraire du XIVe siècle de Simone de Berzé, une femme magnifique, et vous avez la seule représentation d'une famille de Berzé. Et si vous regardez par terre, il y a des petites pierres assez jolies éparpillées partout. Et bien ça, c'est son mari, puisqu'on a récupéré les pierres pour faire le dallage, mais on a fait un petit puzzle avec et ça c'est l'ancienne pierre de Jean de Frolois, son mari, celui qui a récupéré le château, qui appartenait, on vous l'a dit, hein, à Guy de Saint-Trivier, tout simplement. Vous arrivez à suivre, ça va? Très bien. Ça va, c'est pas trop dur. Il y a des noms, il y a de l'information, il y en a qui notent. Hugues de Berzé, je vous en ai parlé, vous êtes prêts à écouter un peu de musique médiévale? Ça fera la détente, ça fera détente. Tac. Alors ça c'est la traduction, ça c'est l'original, donc c'est ce que nous allons entendre, et je vous ai mis la traduction, j'ai été gentil. Hein. Alors, sonc nuum pour dire des parties, si jamais un homme pour avoir enduré une telle rude séparation, ôte cuer le corps dolent, la souffrance, je laverai par raison, à mérite, si jamais, on va lire tout d'un coup, ce sera plus simple. Si jamais un homme pour avoir enduré une rude séparation a mérité d'être sauvé, je le serai à bon droit, car jamais tourterelle qui perd son compagnon ne fut plus désolé que moi. Chacun pleure sa terre et son pays, quand il se sépare de ses amis de cœur, mais il chacun pleure sa terre et son pays, quand il sépare de ses coriaces amis, mais ne pas sachez que nous dit, nes dolereus quel d'ami et d'amis. C'est beau. On écoute la deuxième version. Il y a eu 16 manuscrits de cet ouvrage, dont 2 avec des mélodies. Et ces mélodies que nous avons, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est les mélodies d'origine. Ce qui est extraordinaire. On écoute la deuxième? Oui. Allons-y.
Je vous mets. Vous arrivez à suivre? Vous voyez que je mets la souris pour que vous suiviez. Il y a certaines versions entre les deux manuscrits. Du coup, vous avez vu, il y a certains mots que vous n'avez peut-être pas reconnus. Allons-y, on est parti. Dans les apparaisons, conquestor, oui, per son compagnon, mais pour ancrer des mois plus esbahis, chacun pleure sa terre et son pays, quand il sépare de ses corées amis, mais inés comme j'ai croquenus die, si dolereus comme damiet, damiet. Voilà. Je pense que vous pouvez l'applaudir quand même. Je vous entends pas, mais... On va remettre le diaporama. À partir du début, hop, je vais les faire défiler. Donc vous voyez, il faut se mettre dans l'ambiance. Vous êtes les privilégiés d'une chanson qui a 800 ans, qui n'a jamais été entendue depuis. Extraordinaire. Ah, non mais une belle photo, hein. Vous voyez que vous allez tous revenir cet été. Je l'avais dit. Berzé quand flamboyait la toison d'or. Extraordinaire. Que se passe-t-il? Nous sommes maintenant au XVe siècle. Les propriétaires du château, le château tombe sous la coupe des ducs de Bourgogne. Nous sommes à l'extrême sud, en réalité, de l'empire, du duché, mais on peut dire de l'empire, hein, tellement que c'était gros, de Bourgogne. En réalité, le château, ici, appartient à la famille des Beaufrémont. Et le fameux Pierre de Beaufrémont, qui apparaît juste là, dans le manuscrit de la Toison d'Or, puisqu'il était chevalier de la Toison d'Or, eh bien, Pierre de Beaufrémont est propriétaire du château, c'est lui qui en a la charge et la protection pendant la guerre de 100 ans. Et du coup, ainsi, la France, le royaume de France, va voir s'affronter, du moins Berzé va voir s'affronter le royaume de France et le duché de Bourgogne autour de la forteresse que nous avons ici, avec encore une fois une magnifique photo. Vous voyez presque les 14 tours de la forteresse. Alors, pas oublier, quand vous avez des amis, vous dites la forteresse aux 14 tours que nous avons chez nous. Je vous remets une autre image, une autre enluminure de Pierre. Vous arrivez à la voir? Alors, on le voit bien, il est un petit peu pâle, mais on le voit bien. C'est encore une fois Pierre de Beaufrémont qui est le propriétaire du château à cette époque-ci. Et du coup, Beaufrémont. En 1420, les Armagnacs, donc le parti, on va dire, qui est proche, je fais des raccourcis puisque j'ai regardé le parti qui est proche, on va dire, des intérêts français, va attaquer le château et va le prendre en 1420. En 1422, les Bourguignons rattaquent le château. Et les Bourguignons connaissent très bien la forteresse. Et ils ne vont pas attaquer par les portes d'entrée. Je vais revenir un petit peu en arrière et je vais vous montrer par où ils vont attaquer. Ils vont attaquer par ici. Est-ce que vous voyez où je pointe là? Voilà. Exactement. Alors selon les textes, mais il y a deux textes qui nous le mentionnent. On pourrait croire en croisant les sources que l'histoire des souterrains est peut-être véridique. Eh bien, ils vont attaquer par les souterrains. Nous sommes en 1422 et la nuit, les Bourguignons vont s'immiscer à travers ce souterrain, arriver dans cette tour et vont prendre le château en ouvrant les portes à l'entrée, en ouvrant les grandes portes, laissant l'armée bourguignonne récupérer son château. Le château retombe dans les mains de Pierre de Beaufrémont. Nous sommes en 1422. Après, quelques années plus tard, Pierre de Beaufrémont n'est plus là, mais c'est toujours sa famille qui possède le château. En 1471, après le traité de Péronne, je passe un petit peu, mais il y a des conflits encore entre Charles le Téméraire et cette fois-ci Louis XI.
Louis XI, qu'on appelle parfois le dernier roi du Moyen-Âge, et Charles le Téméraire, le dernier duc, lui, là c'est pas on l'appelle, il est le dernier duc de Bourgogne. Voilà. Les ducs de Bourgogne, ça fait Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire, qui meurt en 1477 à Nancy. Bravo. Bravo. Ah, ils sont forts. Hein. Je sens que dans les questions, ça va être compliqué. Ah, c'est bien, vous inquiétez pas, je m'accrocherai. Et du coup, nous sommes ici en 1471, juste après ce conflit du traité de Péronne qui voit Charles le Téméraire et Louis XI s'affronter, être en tension. Charles le Téméraire va même refuser, il va s'affranchir de la vassalité, et du coup il ne va plus être, Louis XI ne va plus être son suzerain, et lui ne va plus être son vassal. Louis XI, que l'on a appelé l'araignée, voilà, c'est un petit peu aussi exagéré, c'était pas un si mauvais roi que ce que l'on a dit. Louis XI va attaquer le château en 1471, énorme attaque, mais qui va rater. Cette fois-ci, les armées royales de France perdent devant la forteresse est saute, et cette fois-ci, encore une fois, c'est dû à la famille des Beaufrémont qui ont toujours été très très proches du pouvoir ducal bourguignon. Beaufrémont. Je vous remets sa tête, il est un petit peu palo, regardez. C'était la mode. À cette époque-ci, la forteresse se modifie. Vous voyez que vous êtes obligé de revenir. Hein, je me répète, hein, mais j'insiste. Alors, la forteresse... Vous m'entendez? Oui, voilà, j'ai appuyé un bouton. La forteresse se modifie. Nous avons certainement les murs qui s'élargissent pour arriver à 3,80 m d'épaisseur sur ces tours ici. Et vous avez toute la façade juste là qui va se modifier avec les créneaux et avec, on va dire, la pointe de la technologie du XVe siècle au niveau de la défense d'un château. Et tout cela se fait grâce à l'argent qu'apporte Philippote de Bourgogne. Alors n'appelez pas vos petits-enfants ou vos enfants Philippote, c'est un petit peu désuet. Mais à l'époque, au XVe siècle, c'est très populaire. Et ici, Philippote est une fille illégitime de Philippe le Bon. On a ces armoiries juste ici qui sont en réalité représentées sur la façade de Berzay. Et Philippote de Bourgogne va être marié à la famille des Roche-Baron, les nouveaux propriétaires du château au XVe siècle. Famille des Roche-Baron. D'ailleurs, vous avez, je ne vous les ai pas mis, mais on a également, juste ici, vous pouvez voir en dessous de la fenêtre, là, juste ici, il y a également, on voit assez mal, mais il y a les armoiries de Massé de Roche-Baron, son mari. Et Philippote de Bourgogne, ici, va amener tout l'argent du duché, véritablement, pour réparer le château. C'est à cette époque-ci que tout est modifié, juste à l'avant, ce que vous pouvez voir, donc ces tours majestueuses qui nous attirent, qui attire du touriste actuellement, mais qui à l'époque éloignait les attaquants. C'est étonnant, c'est l'effet inverse que cela produisait à l'époque. Continuons. Des guerres de religion au leur déclin. Qu'avons-nous? Qui est-ce? Henri IV. Face à plus dur. Plus dur. Jacques de Savoie. C'est dur. Ah, duc de Nemours. Ah, il y en a qui ont triché et qui ont lu. Très bien, il était duc de Nemours. Jacques de Savoie. Il était duc de Nemours et nous sommes à l'époque des guerres dites de religion. En réalité, c'est des guerres essentiellement politiques. Actuellement, en sciences historiques, nous appelons cette période historique les guerres dites de religion ou les temps de trouble. On va dire guerres dites de religion. Henri IV, Henri de Navarre, à cette époque-ci. Nous sommes en 1591. Henri de Navarre, Henri IV, est soutenu par les propriétaires du château qui sont toujours les Roche-Baron. Les Roche-Baron sont donc royalistes. Même si le roi est protestant, eux ne le sont pas forcément, mais ils soutiennent le roi. Ils sont royalistes. En face, nous avons bel homme, le duc de Nemours. Le duc de Nemours, Jacques de Savoie, lui, est contre, est le chef de la Ligue, donc de la Sainte Ligue catholique, et affronte Henri de Navarre, du moins ses armées, puisqu'il lutte contre le pouvoir protestant, puisque à cette époque-ci,
Henri de Navarre n'est pas converti. Et donc le conflit va se passer juste à Berzé, juste là, ce que nous avons vu juste avant, c'est-à-dire devant les deux grandes tours d'entrée. En réalité, la famille Rochebaron tient le siège. 1200 hommes, 400 chevaux juste ici. La Ligue vient de Mâcon. Toute l'armée de la Ligue, les 1200 hommes, 400 chevaux, se déplace et s'installe juste devant. Ils s'installent le siège et ils attendent. Quelques attaques se font ça et là. Monsieur de Rochebaron, le propriétaire, est tué. Madame de Rochebaron tient encore le siège, qui a duré, on estime, à environ 1 mois, puis se rend. On ouvre les portes du château. Madame de Rochebaron sort et n'est pas tuée. Tout le monde. Qu'est-ce que c'est ? Elle n'est pas tuée. Elle n'est pas tuée. Au contraire, la Sainte Ligue catholique va l'épargner, va lui demander de partir avec tous ses meubles et va demander à tous les vassaux des Rochebaron de venir et de prendre leur dû. Quand même extraordinaire. Voilà, à l'époque, ici, on va dire d'ancien régime, on a quand même un respect de l'ennemi qui s'est un petit peu perdu de nos jours. Vous imaginez, le pire ennemi de la Sainte Ligue catholique tombe. On lui dit de repartir avec tous ses meubles, tout son argent, et même les vassaux ont eu le droit à leur part légitime qui ont été donnés par la Ligue catholique. La Ligue catholique garde le château jusqu'à l'édit de Nantes. Et après l'édit de Nantes, Madame de Rochebaron, 7 ans plus tard, récupère son château. Et comme elle s'était assez bien battue, Henri IV reconnaît sa ferveur royaliste. C'était une baronne, elle est devenue comtesse. Et c'est ainsi que les propriétaires du château, actuellement, gardent le titre de comte et comtesse, donné par Henri IV lui-même, himself. C'est pas mal. C'est pas mal. Continuons notre petit chemin historique. Parfait. Pour aller au Land des Clubs. Alors là, nous sommes à quelle époque, à votre avis ? L'hiver. Ah, il est fort, il a dit l'hiver, le monsieur. Il est fort. Non, c'est pas mal. Non, nous sommes au 19e siècle, ici. 19e siècle, en hiver. Donc un bon point pour monsieur. Un bon point pour monsieur. Regardez, qu'est-ce qui manque ? Eh bien, il nous manque ici les toitures, le chemin. Le château, quand même, a connu la ruine, puisque entre cette époque-ci, 1598, et après le 18e, le 19e siècle, le château a été à l'abandon. La seigneurie, je vous l'ai dit au tout début, je vous en reparle rapidement, en 1730, donc un petit peu avant cette période, 18e siècle, donc en plein ancien régime, le propriétaire du château, c'est Michon de Pierreclos. Michon de Pierreclos ou Michon de Berzé, etc. Très très haut placé, il est très très haut placé dans la hiérarchie administrative française. Michon de Pierreclos. Pourtant, il n'habite pas son château, il n'habite pas Berzé, il habite Dijon. Mais Michon de Pierreclos utilise son château pour le droit de péage. C'est-à-dire que tous les gens qui passent, on utilise la petite taxe. Sauf que le roi Louis XV à l'époque, le roi, c'est absolutus. Au-dessus, il décide seul. Au-dessus des partis, arbitre. Il dit à son seigneur, à ce seigneur qui est en dessous de lui, qui est son vassal, il lui dit, toi, tu n'as plus ta seigneurie. Nous sommes en 1730. L'arrêté royal du 10 juillet 1730 supprime la seigneurie de Berzé. Berzé n'est plus une seigneurie, et du moins Michon de Pierreclos ne peut plus toucher son droit de péage. Ça devient un lieu comme les autres, tout simplement. C'est là, et je fais un petit point, comme tout à l'heure, j'ai fait un petit point sur la performativité des vertus chevaleresques et de la courtoisie, là un petit point sur l'absolutisme. On parle toujours d'absolutisme. Le 14, permanence. En réalité, l'absolutisme est un mot qui a été inventé par Chateaubriand, au 19e siècle. Bien après, le 14 ou 15. Ici, regardez, nous avons un exemple d'absolutisme. Un roi au-dessus des seigneurs. Comme si aujourd'hui, ne faites pas de parallèle avec la société actuelle, comme si aujourd'hui un ministre se servait énormément. Qui peut lui dire quelque chose ? Personne. À l'époque, l'avantage du roi, c'est que le roi se permet, ici, d'avoir, par absolutisme, ce que l'on a appelé absolutisme, mais par décision au-dessus des parlements, au-dessus des partis, d'être arbitre
de cette situation. Et du coup, de sanctionner, de corriger ou d'honorer. Tout simplement. C'est l'avantage. Il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. Il faut être dans la nuance. Sinon, on ne fait pas d'histoire. Maintenant, Berzé aujourd'hui, voilà, c'est pour vous motiver à emmener vos petits-enfants ou vos enfants. Eh bien, je vais vous mettre une petite vidéo de notre future animation, et puis après on passera à la série des questions, puisque je suis parfaitement dans les temps. Du coup, je vais vous montrer une vidéo de notre future animation qui se tiendra pendant l'ascension. Et comme ça, vous aurez des très belles vues en drone aérienne de la forteresse de Berzé. Nous allons pouvoir passer aux questions. Et pour en savoir plus, vous pourrez, ma femme sera à l'entrée à la fin, et vous pourrez acheter l'ouvrage si ça vous intéresse à la fin. Du coup, on passera aux questions. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, puisque j'ai à peine effleuré certains sujets, n'hésitez pas dans vos questions à être précis, à poser de vraies questions bien précises. Et si je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Merci à vous en tout cas. Bravo. Avant de commencer les questions, je voudrais juste une petite annonce. Je voudrais remercier monsieur le comte, qui est le propriétaire du château, qui je crois est tout au fond dans la pénombre. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance il y a 3 ans en m'embauchant, et j'espère qu'il ne le regrette pas. Voilà, donc vous pouvez l'applaudir.